Sa mère me suivait partout, soupirait, m'observait, essayait de lire sur mon visage. Oleg tournait comme un animal coincé. Il prenait des calmants, il buvait, il attendait, et moi j'avais déjà tout préparé. J'ai annoncé, bien fort, que j'allais prendre une douche. J'ai pris mon peignoir. J'ai glissé volontairement un téléphone dans la poche, ainsi qu'une enveloppe épaisse. Une belle enveloppe bien gonflée, bien visible, le genre d'objet qui attire immédiatement l'attention de gens obsédés par l'argent. Je suis entrée dans la salle de bain. J'ai fermé le verrou. J'ai laissé couler l'eau. Mais je ne me suis pas déshabillée. Je me suis assise sur le rebord de la baignoire avec mon ancien téléphone dans la main et j'ai lancé un enregistrement. J'ai attendu. 5 minutes plus tard, j'ai entendu du bruit à la poignée. Quelqu'un essayait de forcer le verrou. Pas de doute, pas d'hésitation. On tentait vraiment d'ouvrir. Puis il y a eu un déclic. Et la porte s'est ouverte d'un coup. Galina Ivanovna se tenait là, les yeux brillants d'excitation, presque folle d'avidité. Oleg se trouvait derrière elle. Elle a immédiatement improvisé. « Elena, mon Dieu, je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose. Je frappais et tu ne répondais pas. Mensonge. » Elle n'avait pas une expression de femme inquiète. Elle avait l'expression d'une femme qui a enfin trouvé l'endroit où on cache le butin. Puis son regard a glissé vers mon peignoir, vers la poche, vers l'enveloppe. Elle a tendu la main presque malgré elle. Qu'est-ce que c'est ? Je me suis levée, j'ai coupé l'eau. Et d'une voix glaciale, je lui ai dit la vérité qu'elle ne voulait pas entendre. Elle venait de forcer une salle de bain fermée, d'entrer, sans autorisation, et de fouiller mes affaires. Cette fois, ce n'était plus de la curiosité. C'était un acte clair, une intrusion, une tentative de vol. Elle s'est mise à hurler qu'elle voulait me sauver. Alors j'ai sorti l'enveloppe. Ils se sont penchés tous les deux comme aimantés. J'ai pris mon temps et je l'ai déchirée devant eux. Elle était vide. Il n'y a rien dedans, ai-je dit, comme dans vos intentions. Puis je leur ai ordonné d'aller m'attendre dans la cuisine. Quand j'en suis sortie, j'étais habillée, calme, coiffée, et j'avais ma valise à la main. Je l'avais préparée à l'avance. Ils étaient assis à table, lui blême, elle rouge de colère, tous les deux suspendus à mes lèvres. Alors, a lancé Galina. Où est l'argent ? J'ai sorti une feuille imprimée. Je l'ai posée devant eux. Un contrat d'achat immobilier, daté du 29 décembre. Acheteuse, ma mère, avec les 7 millions. J'avais transféré l'argent à temps. Et ma mère avait sécurisé la somme dans l'achat d'un appartement neuf à son nom. Le silence qui a suivi a été magnifique, un silence lourd, écrasé, irréel. Puis, l'explosion. Galina s'est levée en hurlant que j'étais une voleuse, une ingrate, une traîtresse, que cet argent appartenait à la famille, qu'ils avaient déjà choisi une maison, qu'Oleg avait des dettes, que j'avais tout gâché. Oleg, lui, avait l'air d'un homme à qui on venait d'arracher le sol sous les pieds. Il a compris enfin que je ne lui donnerais rien. Pas un sou, pas une chance, pas une seconde plus de ma vie. Il a levé la main vers moi dans un mouvement de rage désespéré. Je n'ai même pas reculé. Je lui ai simplement dit que s'il me touchait, je transmettrais à la police l'enregistrement du verrou forcé, de l'intrusion, de leur tentative. Sa main est retombée. Et tout ce qui restait de sa fierté s'est effondré. Il s'est assis, puis il s'est mis à pleurer. Pas par remords, par panique. Qu'est-ce que je vais faire ? C'était presque pathétique. Je l'ai regardé comme on regarde un étranger. Travailler, vendre ta voiture, te débrouiller. Mais plus jamais avec mon argent. Galina a menacé de procès, de partage, de droit, de justice. Je lui ai rappelé une chose très simple. Un héritage n'est pas un bien commun du couple. Cet argent m'appartenait et j'en avais disposé librement, légalement, avant qu'il ne puisse mettre la main dessus. Puis est venue la scène la plus humiliante pour eux. Galina, dans un accès de rage, m'a crié de quitter l'appartement de son fils. J'ai presque souri, parce que cet appartement m'appartenait aussi, depuis avant le mariage. Alors cette fois, il n'y avait plus rien à discuter.
J'ai annoncé calmement que je demandais le divorce et qu'ils devaient partir. Tout de suite, ils ont rassemblé leurs affaires en silence. Galina jetait ses vêtements dans sa valise comme si elle voulait arracher le tissu. Oleg avançait comme un homme cassé. Moi, je me tenais dans l'encadrement de la porte avec une tasse de café chaud entre les mains. Je les regardais partir de ma vie, sans larmes, sans regret. Avant qu'ils ne sortent, j'ai pris un sac dans la cuisine et je le leur ai tendu. Ils m'ont regardé, méfiant. « C'est quoi ?» a demandé Oleg. « Les salades du réveillon, olivier, harengue, tout est là. Prenez-les pour la route et vous pouvez garder les boîtes. » Ma belle-mère a arraché le sac de mes mains et m'a lancé une dernière malédiction, quelque chose entre la haine, l'envie et l'impuissance. Je l'ai laissé parler, puis j'ai dit une seule phrase. Mieux vaut être seul, avec sa dignité, que mal entouré gratuitement. Ils sont sortis, j'ai fermé la porte, le verrou a claqué, et dans ce petit bruit sec, il y avait plus de paix que dans toutes mes dernières années de mariage. Je n'ai pas pleuré. Je me suis simplement sentie légère, comme si ces 7 millions n'avaient pas seulement changé mon compte bancaire, mais m'avaient sauvée juste à temps de la vraie misère. Vivre avec des gens qui vous sourient pendant qu'ils calculent comment vous volez. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit « Ils sont partis ». Elle m'a répondu « Bien, maintenant change les serrures ». J'ai ri pour la première fois, sincèrement depuis des jours. Puis, je suis allée à la fenêtre. En bas, devant l'immeuble, Oleg et sa mère se disputaient sur le trottoir en attendant un taxi. Elle le frappait avec son sac. Lui se protégeait comme il pouvait. Même à cette distance, on voyait qu'il se rejetait déjà la faute. Je les ai observés quelques secondes. Puis, j'ai tiré le rideau. C'était fini. Ce n'était pas l'argent qui m'avait rendue forte. C'était la trahison qui m'avait réveillée. Et ce soir-là, pour la première fois depuis très longtemps, je n'étais plus une épouse docile, ni une belle-fille tolérante, ni une femme qui pardonne tout pour préserver la paix. J'étais simplement une femme qui avait compris à temps. Et parfois, comprendre à temps vaut bien plus que 7 millions.